J'ai plus. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous commençons tout de suite à débattre des sujets d'actualité avec Noémie Alioua. Vous êtes essayiste, vous êtes chef de service chez Factuel. Vous avez passé une grande partie, vous êtes parti directement, je veux dire, après le 7 octobre en Israël. Vous étiez sur le terrain et je salue votre courage et vos témoignages. Merci Valérie. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Bonjour. Bonjour. Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France, et vous avez publié Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'intelligence artificielle, de l'IA. C'est paru chez Erol. Hier, on a eu un coup de gueule que vous vouliez reprendre aujourd'hui sur la façon dont l'Europe aujourd'hui taxe et réglemente l'intelligence artificielle. Alors, elle ne taxe pas encore. Ouais, mais elle va le faire. Mais elle réglemente, et ça c'est tout le talent que nous avons, c'est-à-dire que on préfère réglementer avant de créer de la valeur. C'est ça. C'est un choix politique. C'est ce que disait Jonas Haddad, c'est-à-dire qu'on laisse aujourd'hui tous ceux qui vont développer l'intelligence artificielle le faire à l'étranger et pas en France. Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy, et vous êtes vice-président de la région Île-de-France. Bonjour à vous. Beaucoup de sujets, la loi immigration évidemment, l'enseignante, on l'a évoqué ici, menacée pour avoir montré. Alors, il y a un truc qui m'énerve, les gens quand ils disent elle a été diffamée. Mais c'est pas français de dire elle a été diffamée. Voilà, elle a été menacée, elle a été insultée, mais on n'est pas. Elle a été diffamée d'eux. En fait, il y a une faute de français. C'est une faute de français. Et voilà, tous ces sujets avec vous, les parents défaillants, on n'a pas eu le temps de l'évoquer hier. Est-ce qu'il faut les sanctionner? On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Noémie, c'était un coup de gueule? Oui, un coup de cœur sur une information que j'ai lue dans Sud-Ouest. C'est un parc de 7 éoliennes qui va donc être démonté dans l'Hérault. C'est Sud-Ouest donc qui nous raconte cette affaire. C'est l'épilogue d'un feuilleton judiciaire de 3 ans entre l'ERL, c'est les énergies renouvelables du Languedoc, et les associations de défense de biodiversité. Ces éoliennes, elles ont massacré des milliers d'oiseaux, 1099 oiseaux qui ont été retrouvés morts rien qu'en 2019, dont des aigles royaux, une espèce qui est particulièrement protégée, on a retrouvé des cadavres de ces oiseaux en janvier dernier sur le lieu du parc. Et donc il était toujours en fonctionnement, malgré il y a eu 2 annulations de permis de construire en 2006 et en 2017, nous apprend l'article, notamment à cause d'études d'impact qui montraient qu'il allait y avoir des problèmes. Ils ont désormais 15 mois pour démonter ces 7 éoliennes, avec une pénalité de retard de 3 000 € pour chaque jour de retard à verser aux associations. L'ERL a annoncé qu'ils allaient se pourvoir en cassation, mais ce pourrait être une victoire pour la biodiversité, pour les paysages et pour les oiseaux. Oui, écoutez, c'est toujours, effectivement, je partage votre coup de cœur. Et la semaine dernière, David Marguerite nous racontait également que la région Normandie avait décidé l'interdiction des panneaux solaires dans les champs. C'est-à-dire que c'est des champs qui vont être entièrement couverts de panneaux solaires. C'est une bonne décision également, parce que ça défigure nos paysages. Alors, on va passer à vous, Samuel. C'est un coup de gueule. Oui, un coup de gueule contre la quasi-omerta concernant un projet d'attentat islamique gravissime. Donc c'est des personnes qui ont été arrêtées avec une affaire qui a commencé en 2019. Ça commence à sortir un tout petit peu dans la presse, mais à mon avis pas à la hauteur de ce que ça mérite. On a donc 6 individus, dont au moins un mineur de 16 ans, qui avaient prévu un attentat islamique avec des cibles choquantes. Donc il voulait attaquer la base navale de Brest, par exemple, attaquer une partie de l'armée. Il voulait aussi penser à attaquer un nouvel an chinois. Il pensait attaquer une église. Il pensait aussi, et c'est ce qui a beaucoup marqué les esprits, attaquer un village. Notamment un des présumés terroristes, qui explique qu'il suffit d'attaquer un village à quelques-uns avec des kalachnikovs, et qu'en fait en une nuit ils peuvent tuer tout le monde. Voilà. Leur modèle, c'est évidemment l'État islamique. Ils avaient d'autres idées également pour aider d'infiltrer l'armée. Alors heureusement, on a la DRSD qui fait son travail en France, donc le service de renseignement de contre-ingérence. Et de fait, ils voulaient infiltrer l'armée et profiter d'un moment où ils seraient armés au sein de nos militaires pour faire un carnage et tuer tout le monde au moment où ils seraient, par exemple, sur un stand de tir à balles réelles. Et donc, je trouve qu'on a très peu parlé de ce projet d'attentat parce que malheureusement, on sait ce qui s'est passé récemment, alors sans faire le lien direct avec ce qui s'est passé à Crépol, mais on sait qu'il y a malheureusement de plus en plus de nos communes qui sont touchées en France.
Ça se limite pas aux métropoles, ni aux villes moyennes. On a également nos villages qui sont concernés par de la violence et de l'insécurité. Et là, on voit qu'il y a carrément un projet d'attentat islamique qui avait pour but de raser un village. Et moi, j'espère que on va en parler le plus possible. Le sujet commence à revenir sur la table. Moi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé récemment. Ça commence à remonter. J'ai envie qu'on en parle. On sait que le procès sera fin 2014. A priori, avec comme il y a un mineur, ce sera dans un format spécial. Oui, pour notamment protéger entre guillemets ce mineur tel que la loi le prévoit aujourd'hui. Mais en fait, ça c'est un projet. On a quelqu'un qui avait donc 16 ans, encore une fois, je rappelle qu'il était né en 2003. Ça dit beaucoup de choses, ça dit quelque chose sur l'état d'esprit d'une partie des gens qui sont chez nous, ça dit aussi quelque chose sur l'immigration, puisque je rappelle que le principal accusé est une personne qui est née palestinien en Syrie, et qui est arrivé avec un statut de réfugié en France, qu'il a perdu depuis, mais qui est arrivé avec un statut de réfugié. Donc voilà où on en est. On fait venir malheureusement encore du monde sur le territoire, des centaines de milliers d'immigrants en France, et on fait également, on laisse entrer des personnes sous le statut de réfugiés qui sont prêtes à commettre des attentats sur notre sol. Oui. Alors je ne sais pas s'il faut en parler, s'il faut parler de tous les projets d'attentats. C'est vrai que ça crée, on entend régulièrement le ministre de l'Intérieur dire qu'il y a beaucoup des projets d'attentats qui sont déjoués. Est-ce qu'il faut en parler à chaque fois? Je suis pas sûr. Je pense une chose. D'abord, ce que ça révèle aussi, et vous l'avez pas dit, c'est que c'est l'extraordinaire efficacité de nos services de renseignement et de ce qui se fait dans l'ombre et de ce qui ne se voit pas précisément. J'ai dit pour la DRSD en revanche. Et ce qui s'est passé depuis les attentats de 2015, on a de ce point de vue-là l'État qui s'est réellement réarmé au sens physique et au sens symbolique. Et on doit absolument tous s'en réjouir. Maintenant, est-ce qu'il faut en parler? Alors, il ne faut pas le cacher, évidemment, mais est-ce qu'il faut en parler? J'en suis pas certain, parce qu'on est encore sur une poudrière, et j'ai pas envie, voyez-vous, si on en fait un sujet de débat national, j'ai pas envie de donner des idées. Parce que c'est évidemment ce qui peut arriver. Donc, c'est un effet d'entraînement. Que nos services de renseignement fassent bien leur boulot, que nous ayons une justice qui soit ferme et qui puisse mettre des gens hors d'état de nuire durablement, ce qui n'est pas totalement le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est un sujet. En revanche, faire la publicité de ces actes-là de manière exagérée, j'en suis pas certain. Juste, je vais vous dire pourquoi, à mon avis, c'est important d'en parler. Je comprends votre point de vue, mais ces gens-là n'ont pas besoin que vous en parliez pour avoir des idées, puisqu'en fait, ils copient l'État islamique. Ils regardent les vidéos de l'État islamique, ils regardent la propagande de l'État islamique, ou d'autres groupes djihadistes, mais là, ils parlent de l'État islamique. Pourquoi je pense que c'est important? Parce qu'il faut bien prendre conscience, et je trouve malheureusement que c'est... Alors même si beaucoup de Français en sont conscients, je pense que c'est encore trop peu discuté politiquement. On a des gens sur notre sol qui se considèrent comme des ennemis de la France. Et c'est quand même quelque chose qui est relativement nouveau dans notre histoire, avoir autant de personnes qui sont capables de projets d'attentats ou de soutien, on sait qu'il y a des sondages récemment, de soutien à des attentats islamiques sur notre sol. On pourra poursuivre cette discussion dans un instant après le journal. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Jean-Paul Delperrier pour les courses, les pronostics hippiques, et vous êtes aujourd'hui à Chantilly, Jean-Paul. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Le prix de la piste des Lions va nous être présenté dans la 4e épreuve de la Réunion 1. Piste en sable fibré, 15 partants, 1600 mètres. L'As Shining Ocean, lui par contre, est forfait. Le 3 Opolis Road sera mon favori devant le 5 Quartz du Houlet et le 16 Cosmobo. Derrière ces trois bases viendront le 4 Bullace, 10 Dream for All, 8 Ongemar, 13 Olympic Message et le 9 Le Nomade. 3, 5, 16, 4, 10, 8, 13 et 9. En sélection du jour à Vincennes en Réunion 3 course 4 avec le 9 Harley Charentaise. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons de débattre avec vous sur Sud Radio avec Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mency, vice-président de la région Île-de-France, Noémie Alioua, essayiste, chef de service chez Factuel, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, et Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Et vous venez de publier le nouveau temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est paru chez Erol et c'est un livre
qui est tout à fait d'actualité. Continuons notre tour de table avec ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Jean-Philippe, vous, c'est un coup de gueule. Jean-Philippe Dugoin-Clément. Ouais, coup de gueule ou coup d'interrogation. En fait, on a une des meilleures armées au monde, basée sur une avance technologique, une armée high-tech, une armée qui, par rapport au matériel utilisé, est une armée qui coûte extrêmement cher et qui s'est bâtie sur une logique de potentialité de conflit conventionnel avec d'autres armées, d'autres puissances militaires, étatiques ou institutionnelles. Et moi, il y a un fait qui a retenu mon attention, c'est il y a 2 jours, vous avez probablement vu cette frégate, le Languedoc, en mer Rouge, qui a été amenée à abattre 2 drones Houthis dans le détroit de Bab-el-Mandeb, c'est-à-dire un des principaux lieux de trafic maritime commerciaux mondiaux. Donc cette frégate a abattu 2 drones. Hier, il n'y avait pas de frégate ni américaine ni française, et c'est un pétrolier qui a été touché par des drones ou des missiles Houthis tirés depuis le Yémen. Et en fait, ce qui moi m'a frappé, vous savez combien coûte un drone ? Non. 15 à 20 000 euros. Vous savez combien coûte un missile Aster 15 qui a été tiré par ces frégates ? 1 million d'euros. C'est-à-dire qu'on est sur un rapport de 15 000 euros à 1 million d'euros pour détruire un missile low cost, un drone. Alors, tout le système de défense qu'on avait était cohérent économiquement quand on parlait d'un F-18, d'un Rafale qui coûte 70-80 millions d'euros. Vous avez un missile à 1 million d'euros. Il y a une économie là-dessus. Quand on est sur des conflits potentiellement non conventionnels qui peuvent se massifier, qui sont du low-tech et du low-cost, je ne suis pas convaincu que le système de défense qu'on a aujourd'hui soit durablement adapté. Je pense qu'on doit avoir dans les questions... Alors, il y a eu toute la loi de programmation militaire qui augmente les crédits de l'armée. Alors, pas de manière immédiate, parce que quand on fait des lois de programmation, on augmente à 5 ou 10 ans, ce qui est le cas en l'espèce. Mais je pense qu'on a une question de se réinterroger sur l'économie de notre défense par rapport à des conflits de ce type qui vont se multiplier et on risque de se retrouver à ne pas être à même de pouvoir suivre économiquement. Oui, une réaction, un réflexe, Mathilde. Oui, c'est une question qui est juste, mais aujourd'hui, il n'y a pas de doctrine militaire qui permette de résoudre de manière mathématique ce que vous voulez d'exprimer. Ce que l'on peut reconnaître à nos armées, malgré tout, et Dieu sait comme c'est une très grosse maison, c'est probablement l'une des administrations, si je peux employer ce terme, les plus agiles et qui sait se remettre en question le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il y a des navires porte-drones, par exemple, qui sont en train de se mettre en place, qui sont l'équivalent des porte-avions, mais justement plus pour pouvoir projeter des drones et qui répond précisément à la logique que vous exprimez, qui vont permettre d'être sur certains théâtres d'opération. Donc je crois qu'il faut toujours faire preuve de beaucoup d'humilité. Moi, ce que je vois, et c'est peut-être parce que je suis un chef d'entreprise et je réfléchis comme ça, c'est le résultat. Je vois que nous avons réussi à battre 2 drones. Nous avons rapporté la Manche. Je pense que les 2 drones que nous avons abattus représentent beaucoup pour les assaillants. Et je pense que si le message qu'on leur a envoyé, et c'est très bien, c'est si tu veux t'attaquer aux armées françaises, eh bien tu ne gagnes pas. Et si le rapport de force est celui-ci, eh bien de ce point de vue-là, le point est marqué plutôt par la démocratie qui s'appelle la France. Est-ce qu'on peut avoir un rapport comptable Moi, je vous rejoins intégralement. La question est de savoir si on peut le tenir durablement. Et quand c'est 2 drones, sur une journée, on peut. Si c'est 10 drones par jour pendant 6 mois, est-ce qu'on est capable de le faire ? Et ça, j'en suis pas convaincu. Il y a quand même un problème de dissuasion, là. Vous parlez de drones. On sait que là, les Houthis sont en train de faire régner la terreur en mer Rouge. Ils sont financés par l'Iran, on le sait. Et là, ils ont annoncé il y a quelques semaines, au début, qu'ils allaient seulement attaquer les navires israéliens. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas vraiment de navires israéliens dans ce territoire. Donc, ils se sont dit, là où il y a un Israélien à qui appartient un actionnaire vaseux de ces frégates-là. Et finalement, ils se sont dit, maintenant, tous les navires qui iront plus ou moins dans ce territoire, qui iront plus ou moins vers Israël, eux, ils seront tous menacés, attaqués. Donc, peut-être qu'il faut aussi augmenter un petit peu la puissance de dissuasion des pays autour qui, pour l'instant, réagissent. Alors oui, ils attaquent les drones, mais enfin, il n'y a pas vraiment de réaction internationale suffisamment, à mon sens, suffisamment ferme il y a des actes de sur ces questions. Qui sont redoutables. Tout à fait, mais tout à fait. On l'a vu, les Houthis, d'ailleurs, ils mettent ça en scène très très bien, mais ils sont dans leur guerre. Je pense qu'il est essentiel de se poser cette question que vous posez aujourd'hui, parce que quand on fait de la diplomatie, quand on est militaire, on doit penser sur le long terme.
Et effectivement, là, on a du mal à savoir si on va pouvoir tenir très longtemps, puisqu'en fait, il y a 2 questions principales aujourd'hui au sein de nos armées. C'est est-ce qu'on fait, vous avez abordé une des hypothèses, est-ce qu'on a une armée qui est capable de répondre à des conflits d'envergure face à des États, ou est-ce qu'on est une armée contre-insurrectionnelle ? Voilà. Donc c'est pas exactement la même organisation, c'est pas exactement les mêmes moyens, les mêmes outils qui sont choisis. L'autre élément, c'est est-ce qu'on est une armée qui fait tout, comme on est des rares armées dans le monde aujourd'hui à savoir tout faire, c'est aussi pour ça qu'on est reconnu, qu'on a une armée puissante, ou est-ce qu'on est une armée qui choisit de faire qu'une partie du spectre de réponse ou d'attaque et on doit forcément, dans ce cas-là, fonctionner avec d'autres armées, c'est-à-dire en coopération avec les armées européennes ou américaines ou d'autres armées. Et donc, c'est un débat, évidemment, qui agite nos armées, mais on peut se poser la question. Alors, j'ai lu certains dire que ça permettait de faire du combat Provence, c'est-à-dire de dire que les missiles sont efficaces et donc ça sera plus facile de les vendre. Mais au-delà de ça, on sait qu'en tout cas, ça c'est une des positions, mais ce qui est certain, c'est que ce sont les Français qui paient ce matériel et il faut que notre argent soit le mieux utilisé et qu'on soit capable de voir. Alors personne ne peut prédire l'avenir, mais dans quel conflit on va être engagé demain. Et aujourd'hui, c'est sûr que c'est encore un petit peu flou. Mais en fait, la loi de programmation militaire, qui est une excellente loi, elle documente parfaitement les conflits auxquels nous sommes exposés. Il y a le conflit de haute intensité, celui contre une nation ou contre des groupes terroristes, je les place dans la même catégorie, mais il y a aussi 2 types de conflits auxquels nous n'avons jamais été confrontés, mais qui vont se poser dans les années qui viennent. C'est les conflits cyber avec la possibilité de cyberattaques massives qui peuvent, in fine, mettre à bas toute notre économie et tout notre système financier. Donc c'est quand même pas un petit sujet. Et vous avez un autre type de d'attaques sur lesquelles sont aujourd'hui monopolisées nos armées. C'est les grands fonds marins. Les grands fonds marins aujourd'hui, c'est là où passent tous les câbles, notamment Internet. Et si une puissance malveillante devait, par exemple, couper des câbles transatlantiques, ça aurait des conséquences planétaires redoutables. Et nos armées aujourd'hui, justement, vous parliez tout à l'heure du long terme, parmi toutes les institutions qui sont que nous avons en France, certaines sont extrêmement rétrogrades, mais nos armées sont extrêmement avant-gardistes. C'est-à-dire que les armées françaises, c'est la seule administration qui réfléchit aujourd'hui à 50 ans. Donc ça ne veut pas dire qu'on sera capable de tout contrer, mais ça veut dire qu'on peut être fier des personnes qui sont aujourd'hui aux commandes de nos armées pour nous protéger notre pays. Très clairement, elle peut servir d'exemple, effectivement, parce que là, il y a des conditions, des enjeux de vie ou de mort, et on sait effectivement que nos soldats, nos armées, que ce soit l'armée de terre, la marine ou l'armée de l'air et de l'espace, sont obligés de prévoir sur le long terme. Je voudrais faire vous évoquiez la diplomatie française ce matin. C'est un confrère de Marianne qui publie cette vidéo bouleversante d'un ancien de l'armée française qui a travaillé qui est un Afghan qui a travaillé pour l'armée. Lui et sa famille donc sont en pleurs puisqu'ils ont appris leur expulsion d'Iran vers l'Afghanistan où ils sont condamnés. Moi, j'entends pas beaucoup de voix aujourd'hui pour s'élever contre tous ces musulmans, pour tous ces Afghans qui sont renvoyés dans leur pays, soit par le Pakistan, soit par l'Iran. Là, l'ambassade de France leur avait demandé de venir à Téhéran pour leur donner un visa. C'était il y a 8 mois. Pas de nouvelles. Cela fait 8 mois qu'ils survivent, nous dit ce journaliste, sans argent. Ils faisaient des petits boulots. Leur visa arrive à expiration. Ils vont devoir retourner en Afghanistan où les talibans les recherchent. Donc ils sont voués à la mort ou à la prison. Les enfants pleurent parce qu'ils savent que leur père ne survivra pas. Et l'ambassade de France en Iran les a fait venir, leur a donné des visas, leur a fait acheter pour 8 000 € de billets d'avion pour la France pour finalement annuler leur visa à la dernière minute sans leur donner la moindre explication. Donc, Marianne raconte cette histoire, mais je pense que sur l'immigration, il y a aussi parfois des questions à se poser, sur des gens comme ça qui ont aidé la France dans des combats. Et où est Madame Colonna? Que fait-elle? Vous savez qui est Madame Colonna? Je veux dire, aujourd'hui, on a une ministre des Affaires étrangères qui est quasiment inaudible. Et c'est vrai que cette situation-là est dramatique. C'est pour ça que le droit d'asile doit être bien encadré, justement pour ces situations-là, pour ces situations où ce sont des gens qui ont aidé la France et qui méritent aujourd'hui d'être protégés à ce titre, et qui ne le sont pas. Donc c'est terrible. Vous ne pouvez pas abandonner derrière vous les gens qui se sont battus pour un pays. C'est une question d'honneur, c'est une question de dignité. On interpelle Madame Colonna et le ministère des Affaires étrangères. Le silence de la ministre, comme de beaucoup de ministres là-dessus, est absolument affligeant. Oui, c'est vrai que ce matin, on s'interroge quand même sur certains ministres. Et je reprendrai peut-être le coup de gueule
de Jean-Jacques Bourdin qui devait recevoir Aurore Berger ce matin, qui a annulé hier soir sur ordre de l'Élysée. C'est ensuite Sylvain Maillard qui devait venir, qui lui a annulé parce qu'il préférait aller sur Europe 1 ou je sais pas. Enfin bref, il y a eu une... non, c'est pas ça, me dit Juliette, mais en tout cas, il y a eu des ordres de l'Élysée pour que les ministres ne communiquent pas ce matin, ce qui est bien dommage puisqu'il y aurait des choses à dire quand même sur cette loi immigration et sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée. On va en reparler dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, écoutez Sud Radio et à tout instant, ouvrez vos cadeaux en direct. Au pied du sapin, des séjours dans les hôtels d'exception dans les plus belles régions de France avec Vacances Bleues, des enceintes connectées, des tablettes tactiles offertes par la Confédération des buralistes. Votre séjour féerique en famille au Parc Futuroscope avec les entrées pour 2 jours, 1 nuit avec les petits déjeuners dans un hôtel du parc pour 4 personnes et des tonnes d'autres surprises. Pour gagner, écoutez Sud Radio tous les jours et tentez de remporter votre cadeau qui vous attend au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Joyeux Noël. Augmentez vos chances de gagner en vous abonnant aux réseaux sociaux de Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, petite précision, je laisse Madame Colonna dormir dans son ministère. C'est Gérald Darmanin qui apparemment bloque le retour l'arrivée en France de cet homme qui a servi la France, qui est un Afghan et qu'on veut renvoyer dans son pays et qui est promis à une mort certaine. Donc le journaliste précise, mes premiers retours m'indiquent que c'est le cabinet de Gérald Darmanin qui bloque. Donc on lui demande effectivement d'intervenir peut-être pour, vous le disiez tout à l'heure, Jean-Baptiste Dugouin-Clément, quand on a servi la France, eh bien on se doit de soutenir ceux qui nous ont aidés. Sauf s'il y a des informations contradictoires en possession du ministre de l'Intérieur. Peut-être. Alors on lui pose la question. Mais auquel cas qu'il les fasse connaître. Mais qu'il les fasse connaître et qu'il explique qu'on ait des explications et qu'on demande pourquoi on a promis à cet homme de pouvoir l'accueillir en France. Rafik Smati, vous aviez un coup de cœur pour leur attention. Sortez votre gilet pare-balles. C'est rare d'être optimiste par les temps qui courent. J'ai même envie de vous dire c'est difficile de l'être, tellement la situation objectivement appelle à la retenue et à une certaine forme de négativisme. Mais voyez-vous, pour moi, l'information la plus importante de la journée d'hier, celle dont personne n'a parlé, ça a été le déplacement de Emmanuel Macron à Toulouse pour lancer le deuxième étage de la fusée France 2030. Alors France 2030, c'est un projet d'investissement de 54 milliards d'euros qui est là pour préparer la France de l'avenir. Alors je conçois bien volontiers que pour une partie de nos compatriotes qui ont du mal à boucler leur fin de mois et qui sont confrontés aux contingences du quotidien, parler de 2030 peut être une idée qui est complètement déconnectée de la réalité. Mais en réalité, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que faire de la politique, c'est pas gérer des contingences du quotidien, c'est aussi avoir une vision et aussi préparer l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi ? C'est un avenir qui est hautement technologique, dans lequel nous sommes dans des rapports de force planétaires avec des puissances étrangères, la Chine, les États-Unis et bien d'autres. Et nous avons le devoir, nous, en tant que nation, et plus généralement en tant que continent, de nous armer pour peser dans ce rapport de force. Et le projet France 2030, et ce qu'a annoncé le président de la République hier, avec 2 nouvelles filières, qui est la filière de la fusion nucléaire, la filière des aimants supraconducteurs, aussi la filière des microprocesseurs, parce qu'aujourd'hui, les microprocesseurs qui servent à l'intelligence artificielle, c'est le monopole d'une société qui s'appelle Nvidia, qui est une société qui fait des trucs vachement bien, sauf que ça pose un problème de souveraineté majeur. Eh bien, Emmanuel Macron a décidé d'investir ces sujets-là, et c'est très bien. Et moi, ce que je salue par-dessus tout, dans ce plan France 2030, c'est la méthode. C'est-à-dire que c'est pas de la dépense publique qui va aller financer, qui va aller subventionner, comme ça, des projets publics dont on sait très bien qu'ils ne verront jamais le jour, et on en a connu plein en France, des projets de cette nature. Non, c'est des projets qui viennent financer des entreprises, c'est-à-dire des start-up, des entrepreneurs qui innovent, qui entreprennent, qui font des choses. On a financé, par exemple, nous, la France, 8 projets de lanceurs spatiaux qui ont vocation potentiellement, si ça fonctionne pour eux, à rivaliser avec des SpaceX. On a rivalisé avec, on a aidé à
à faire sortir du lot des sociétés qui sont spécialisées dans le domaine des satellites, pareil de la fusion nucléaire, etc. Et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'on fait confiance aux initiatives privées. L'État, il est là, il a son rôle de catalyseur, mais c'est pas l'État qui va lancer le nouvel Ariane. Le nouvel Ariane, c'est fini. Jamais, plus jamais en France, on ne relancera un projet de type Ariane, de type TGV ou autre. En revanche, le rôle aujourd'hui de l'action publique, c'est de créer les conditions pour que les acteurs de terrain, ceux qui peuvent innover, ceux qui peuvent prendre des risques parfois un peu fous, puissent le faire dans des conditions financières minimales et qui puissent porter la croissance et la souveraineté de demain. Donc vous êtes optimiste et vous dites qu'il y a des choses qui peuvent bouger. Mais alors bon, je ne suis pas si optimiste que ça. C'est-à-dire que je pense que nous avons des raisons d'être optimistes parce que nous avons un monde qui se dessine, qui est un monde qui est radicalement différent et on a loupé plein de batailles en France et en Europe. On a loupé la première bataille de l'Internet, celle des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, etc. L'avantage de la révolution qui se pointe devant nous, qui est celle de l'énergie, qui est celle de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle permet potentiellement de remettre les compteurs à zéro. C'est-à-dire que si aujourd'hui on se pose les bonnes questions, si on met les moyens sur la table, et c'est ce que nous faisons avec le plan France 2030, on peut, fort des talents que nous avons dans notre pays, on a les meilleurs ingénieurs du monde, les meilleurs mathématiciens, on peut essayer de rattraper notre retard et de partir sur de bonnes bases. Mais pour ça, il faut une volonté. Et ce n'est pas acquis. Allez, on va passer au projet de loi immigration du gouvernement qui a été rejeté hier par les députés. C'est un lourd revers, on l'a entendu évidemment répété pour Gérald Darmanin. Est-ce que la France est ingouvernable ? C'est une question qu'on peut se poser. Poursuivre ? Faut-il poursuivre ? C'est en tout cas ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. Il était quand même à peu près sûr que ça allait passer. C'est à 5 voix près, Samuel Lafont, que la discussion du projet, c'est l'éventualité de discussion qui a été rejetée de ce projet de loi. On a bien noté la surprise du gouvernement Macron et notamment de Gérald Darmanin face à cette motion de rejet. Ce que je remarque, c'est que la première réflexion de Gérald Darmanin a été d'accuser les oppositions en disant qu'ils faisaient n'importe quoi, que d'habitude ces oppositions parlementaires n'étaient pas d'accord sur le fond et que là elles s'alliaient contre le projet. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est plutôt que cette motion de rejet, elle montre la fin, en tout cas l'absurdité du en même temps, le en même temps macronien est bien connu depuis la première élection d'Emmanuel Macron. Ce qui se trouve, c'est que pour ce texte-là, texte sur l'immigration, donc un sujet majeur et qui montre des oppositions certaines dans la sphère politique, entre la gauche et la droite. Sur ce sujet majeur, c'était compliqué de faire du en même temps. Et pourtant, il a été décidé de faire du en même temps. Alors, pour résumer ce qui s'est passé, on a un texte initial qui ne mesure pas l'enjeu véritable du problème. Voilà, on n'a pas dans le premier texte du gouvernement, dans le projet de loi, suffisamment de mesures pour lutter contre l'immigration massive avec des centaines de milliers de personnes qui arrivent en France, avec le problème du droit du sol, avec le regroupement familial, etc. Mais ce texte-là, au Sénat, a été un peu durci. Je passe sur l'article 3 qui était transformé en article 4 bis sur la régularisation entre guillemets des clandestins. À part cet article-là, sur l'ensemble, le projet était plutôt durci au Sénat. Ce projet arrive à l'Assemblée et à l'Assemblée en commission des lois, tout ce qui était mis, qui allait dans le sens des Français, parce que les Français sont très largement, on le voit dans tous les sondages, opposés à l'immigration, tout ce qui allait dans le sens des Français et du soutien populaire a été enlevé en commission des lois. Donc en fait le texte, après qu'il allait être discuté à l'Assemblée, c'était un texte qui n'avait véritablement plus aucun intérêt sur l'immigration, puisqu'en fait il n'arrangeait pas les choses, voire sur certains sujets il les rendait plus difficiles. Donc juste pour terminer, là on a du mal à voir ce que va faire le gouvernement très concrètement. On sait que normalement il y a une chose qui peut se faire, c'est que les Français, d'une part, comme ils soutiennent plus de durcissement sur l'immigration, et que la gauche ne saurait pas imposer un texte plus immigrationniste, eh bien le gouvernement va être obligé de faire ce qu'il aurait dû faire depuis le début, c'est-à-dire d'écouter les Français et de faire en sorte de trouver un texte qui puisse être voté par la droite au sens général de l'Assemblée, ou tout simplement proposer un référendum sur l'immigration française. On va continuer ce débat. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement la gauche et la droite, LR et la NUPES ont voté contre ce projet, les uns le trouvant trop immigrationniste et les autres pas assez sévère. On en reparle dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Ça s'est passé sur Sud Radio. Sandrine Rousseau, c'était une erreur d'accueillir les Jeux Olympiques. On est loin de l'esprit des JO. C'était une erreur. Nous y sommes opposés. Paris n'était pas prêt à faire ça. Nous avons dégradé des jardins pour faire des équipements sportifs alors que nous avons absolument besoin des jardins. On va pas refaire l'histoire en permanence. Voilà, nous allons juste... je sais pas si j'irai ou pas. Bon. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on revient, on se retrouve pour continuer nos débats autour de la loi immigration. Je vois un ancien confrère, Laurent Bazin, qui dit mais que vont retenir les Français? Que comprennent-ils à cet embrouillamini politique? C'est pas du mépris, parce que nous-mêmes, parfois, on se demande comment tout cela fonctionne. Un peu choqué aussi par le niveau politique quand on voit Rachel Keke qui se filme au moment de l'annonce et qui chante, et qui hurle de joie. C'est assez une attitude pas très digne. Et Sandrine Rousseau qui publie un tweet avec Sandrine Rousseau a 10 ans et demi lorsqu'elle commente la vie politique française. Mais c'est vrai. Non, mais c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'on voit aussi le décalage, si vous voulez, entre la technicité de ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire qu'on se demande parfois s'il ne faut pas avoir fait 3 ans de droit constitutionnel pour comprendre ce qui est en train de se jouer, et d'autre part la réaction de l'opposition qui est vraiment celle d'une salle de classe de primaire. Ça, c'est surtout l'aspect un petit peu politique, mais ce qui est intéressant, ça a été dit, mais c'est intéressant le fond, si vous voulez, le fond, et aussi le fond de ce texte, pourquoi il a été rejeté, etc. C'est vraiment la défaite du en même temps. Samuel l'a dit, mais on est vraiment là sur le cœur du projet politique macronien qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que pour la droite, le texte est trop mou, vous l'avez dit. Pour la gauche, le texte est trop dur. On ne peut pas fonctionner malgré tout lorsqu'on n'a pas une ligne politique claire et un cap qui est fixé. Et peut-être que tout ça va remettre au goût du jour la gauche et la droite. Mais oui, la question c'est et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit qu'il ne retirerait pas sa loi, donc concrètement, là aussi, c'est les allers-retours, c'est les commissions mixtes paritaires, et je ne sais quoi. Qu'est-ce qui va se passer, Jean-Philippe Ducoing-Clément? La réalité, c'est que ce qui va se passer, c'est qu'on a un texte qui va continuer à vivre. C'est totalement incompréhensible pour les Françaises et les Français. On l'a dit tout à l'heure, parce que c'est technique. On a un texte qui va partir en CMP, qui va peut-être terminer par une lecture au 49.3, où on a les oppositions qui ont refusé un débat en votant une motion de rejet, qui vont aller hurler qu'il n'y a pas de débat si ça vote au 49.3, quel que soit le texte final. Moi, ce que j'ai surtout envie, mais c'est une probabilité non neutre, que ça se termine au 49.3. Moi, ce que je trouve surtout, c'est qu'on a un spectacle absolument affligeant de l'Assemblée nationale. Le spectacle qu'on a depuis le début de cette législature à l'Assemblée nationale, c'est des combats de coq, c'est des hurlements, une absence, vous le disiez à propos de Madame Keke il y a quelques minutes, une absence de tenue, une absence de Louis qualité Boyard, de débat. Si on cite toute la NUPS, le problème c'est qu'on va y passer la nuit. Mais la réalité, c'est que l'Assemblée nationale, comme le Sénat, c'est des assemblées parlementaires. C'est des lieux où on doit débattre, où on doit échanger, où on doit construire un texte, où on doit arriver et trouver des compromis. Et ce qui arrive à se faire au Sénat, où il y a effectivement un texte qui n'était pas le texte initial proposé par le gouvernement, qui a été voté par le Sénat, avec les centristes de l'UDI et LR qui ont influé sur ce texte. On n'arrive pas à l'avoir à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, on est dans des groupes qui vivent côte à côte, qui font de la démagogie politique, qui font de l'affichage politique et qui ne se parlent plus, qui n'arrivent à se mettre d'accord que pour bloquer le système occasionnellement et qui n'arrivent plus à travailler. La réalité, dans toutes les grandes démocraties du monde, les assemblées parlementaires, vous pouvez venir d'horizons différents, parfois très différents, il y a des compromis qui se trouvent, il y a des discussions qui se font. On n'arrive pas à le faire en France. Qui se faisait. Non, on n'arrive pas à le faire, parce qu'en France, on a toujours eu un fait majoritaire avec une majorité écrasante. Il y a un parti qui était majoritaire à lui seul, il imposait aux autres. Dans toutes les grandes démocraties, en général, il n'y a pas un parti qui a une majorité absolue, il y a des compositions qui se font. Vous l'avez en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, vous l'avez partout. Il n'y a qu'en France où on est incapable de le faire. Et pour moi, l'image que ça donne, c'est une image absolument déplorable pour les Français qui nourrit l'antiparlementarisme, l'image du « ils ne servent à rien ». Et puis, au-delà de ça, c'est la faillite d'un mode de fonctionnement parlementaire et gouvernemental. Rafik Smati. En fait, j'ai un point de vue qui est assez à l'exacte opposition de ce que vous venez d'exprimer, Samuel et Noémie.
vous dites que c'est l'échec du en même temps. Moi, je crois que c'est une vision très, très française d'observer le monde politique. Parce que, en réalité, dans n'importe quel pays du monde, en tout cas dans toutes les grandes démocraties européennes, il y a cette culture absolue du compromis qui vise à essayer de faire aboutir quelque chose de consensuel. Et par définition, le consensus, c'est quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde dans son intégralité. Et voyez-vous, moi, ce qui me fait penser que ce projet, que je n'ai pas lu, donc je parle volontairement en non spécialiste, ce qui me fait penser que ce projet est un bon projet, c'est que eh bien finalement, ni l'ultra-gauche, ni une ultra-droite ne l'acceptent. Donc là, déjà, je me dis, tiens, c'est qu'il a son quelque chose d'intéressant. LR, c'est pas l'ultra-droite. Et ensuite, c'est en train de le devenir. Je vais dire 2 mots sur eux après. Et ensuite, quand je vois que ce projet est manifestement soutenu, alors vous allez me dire, oui, mais les sondages, ça veut rien dire. Ah si, c'est quand même une photographie de l'opinion par 70% des Français. Je me dis que, bon, on n'est pas loin quand même d'avoir un texte de relatif compromis, qui n'est pas parfait. La droite aurait voulu qu'il soit un petit peu plus ferme, la gauche aurait voulu qu'il soit plus laxiste, mais moi, voyez-vous, ce qui m'indigne le plus dans la séquence que nous venons de traverser, au-delà du fond, c'est la forme. Quand on a d'un côté à l'Assemblée nationale, parce que tout ce que je viens de vous dire ne peut tenir la route que si nous avons des oppositions qui sont responsables, qui sont constructives. Lorsque nous voyons dans notre Assemblée nationale, d'un côté des députés TikTok, parce que c'était de ça dont il s'agissait, une grande partie des députés de la NUPES, au moment de la proclamation du résultat, étaient avec leur smartphone, en train de se filmer, en train de faire des selfies, en train de parler avec leurs réseaux sociaux. Mais non, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas digne d'une démocratie mature. Donc ça, ce caractère TikTok enfantin, vous avez cité à juste titre le tweet de Sandrine Rousseau, c'est indigne et ça n'honore pas la France. Et puis ensuite, on a un autre problème de maturité politique qui est lié à ce qu'était, je parle au passé, la droite républicaine française, qui est aujourd'hui représentée par les LR, qui sont dans une logique d'opposition de principe, qui ne souhaitent qu'une seule chose, c'est que Emmanuel Macron échoue, parce que pour eux, dans leur esprit de politique politicienne du XXe siècle, l'échec de Emmanuel Macron, c'est leur garantie de survie pour avoir une chance toute petite de revenir en 2027. Donc ce sont des gens qui sont prêts à sacrifier la France pour pouvoir créer une situation de désordre, et je les accuse de ça. Sauf que, vous voyez, pour moi, les LR, c'est très engagé ce que je dis, et ça évidemment n'engage que moi, mais c'est un peu comme Bruce Willis dans Le Sixième Sens. C'est-à-dire qu'ils sont morts, mais ils ne le savent pas encore. Voilà. Mais ils ont encore une capacité de nuisance dans le jeu politique qui fait que... Et le président de la République, la première ministre, le ministre de l'Intérieur ont essayé de courir après eux en se disant, tiens, ce sont peut-être des gens sensés avec qui on pourra dealer parce que ce sont des gens qui sont pas si éloignés de ce que l'on peut penser, donc il y a matière à faire une coalition. Eh bien non, ils préfèrent le clash, ils préfèrent un chaos, ils préfèrent Marine Le Pen au pouvoir plutôt que faire un pas dans ce que j'appelle le bon sens. Jean-Philippe, vous êtes mort? Alors moi je suis pas LR. Oh non, vous êtes je suis UDI, le centre indépendant qui existe encore. Voilà. Vous êtes UDI, mais qui devrait se faire plus entendre. Mais la réalité de LR, c'est pendant très longtemps, LR se définissait comme étant un parti de la droite et du centre. Aujourd'hui, LR fait des états généraux de la droite. Et LR ne sait plus eux-mêmes où ils sont. Est-ce qu'ils courent après l'ultra-droite? Est-ce qu'ils sont sur une logique d'équilibrage dans un champ républicain droite-centre? La réalité, c'est qu'ils ne le savent plus aujourd'hui. Une question sur l'avenir de cette loi. Les Français, vous l'avez évoqué, veulent une loi immigration. Qu'est-ce qu'il va y avoir une loi immigration, et est-ce qu'elle va être plus dure, comme certains le disent, que ce qui était prévu? Effectivement, les Français le disent dans tous les sondages, souvent autour de 70 à 80%, ils veulent une politique sur l'immigration beaucoup plus dure, avec suppression du droit du sol, suppression du regroupement familial. C'est très simple. Et ça va au-delà des clivages politiques habituels. C'est pourquoi je comprends votre comparaison. On ne peut pas dire que LR c'est l'ultra-droite, parce qu'en fait, la position aujourd'hui de LR est en deçà de ce que veulent les Français. Alors en ce cas-ci, 80% des Français seraient d'ultra-droite, ce qui n'aurait pas de sens. Ensuite, je comprends votre argument sur le en même temps, mais je pense que le en même temps, c'est pas le compromis. Ce qui a été dit juste à l'instant, c'était que malheureusement, dans notre Assemblée, ce qui n'est pas le cas au Sénat, effectivement, les gens le savent souvent peu, mais au Sénat, c'est vrai que les groupes politiques discutent davantage entre eux, librement. À l'Assemblée, il y a beaucoup d'opposition stérile. Dans notre système à l'Assemblée, avec le mode de scrutin actuel, c'est-à-dire un système uninominal majoritaire à 2 tours, on a du mal à avoir des compositions entre les partis. Les pays qui ont été cités à l'instant ont une dose proportionnelle.
Et en France, on n'a pas de proportionnel. Ce qui fait qu'effectivement, on a une partie des groupes politiques à l'Assemblée qui s'opposent de manière stérile parce qu'ils ne veulent pas discuter entre eux. Et donc, plutôt qu'être des opposants politiques, ils se voient véritablement en adversaires, voire en ennemis, et ne discutent pas entre eux. Ouais. Sur la loi immigration en elle-même, on a intérêt pour la France et pour les Français à avoir un texte rapidement d'envergure. Donc bien plus dur, bien plus ferme que ce qui a été mis en avant par le gouvernement dès le début. Encore une fois, le Sénat l'avait durci, mais ce n'est pas assez. Moi, je vous invite à lire et à écouter ce qui avait été écrit et donc prononcé par Pierre Brochand, qui est un ancien directeur de la DGSE, qui est très clair sur les enjeux liés à l'immigration. Et on parlait tout à l'heure du fait de voir sur le long terme, 2030, 2040, 2050. Et bien sur l'immigration, comme pour les enjeux militaires, il faut être capable de voir sur le très long terme. Et malheureusement, aujourd'hui, le projet de loi ne va pas assez loin. Donc, ce qu'il faut, c'est soit un projet de loi bien plus ferme, soit un référendum sur l'immigration. Un mot sur Gérald Darmanin. Il a présenté sa démission au président de la République. Il y a eu des interrogations d'ailleurs. Pourquoi le président de la République et pas la première ministre? Normalement, c'est son chef direct. Le président de la République l'a refusé. C'est en tout cas l'échec de cette loi pour lui politiquement. Peut-être Jean-Baptiste Dugouin-Clément va être assez lourde à porter. C'est quelque chose qui fait mal, qui fait tâche et désordre dans un parcours. La réalité de Gérald Darmanin, c'est qu'il commence aujourd'hui à s'épuiser ou à se fatiguer sur le ministère de l'Intérieur. Ça fait plusieurs années qu'il y est, dans un contexte extrêmement compliqué, avec des attentats déjoués régulièrement par les services de sécurité, mais des attentats qui ont lieu. Un ministère où il n'a pas toutes les clés, parce que quand vous avez l'intérieur, vous n'avez pas la justice, et où l'un des problèmes de Gérald Darmanin, c'est, pourrait se demander s'il vise autre chose en 2027, c'est quand est-ce qu'il sort, ou comment est-ce qu'il sort. Et le problème, c'est qu'il ne peut pas sortir sur un échec. Il ne peut pas sortir sur cet échec sur la loi immigration, et pour moi, tout le problème qu'il a aujourd'hui, c'est quel avenir politique, quelle crédibilité. Alors effectivement, un remaniement aujourd'hui, je vois pas comment Emmanuel Macron peut remanier à 6 mois d'européennes qui ne seront pas bonnes pour le gouvernement, puisqu'en gros, il tue son Premier ministre ou il tue son remaniement au mois de juin avec les européennes. La logique serait pour lui d'aller jusqu'aux européennes, voire jusqu'à la fin des JO et de remanier en juillet ou en septembre. Remanier là, c'est un coup pour rien. Donc on est sur un attelage qui va aller brinque-ballant dans les mois qui viennent, avec un texte qui, je pense, finira par être adopté de manière un peu petite, probablement à coup de 49.3, ce qui n'est pas bon. Simplement, un point sur le côté institutionnel que vous avez évoqué, c'est-à-dire un ministre qui remet sa démission au président de la République. En fait, c'est, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est l'esprit exact de nos institutions. Je vous renvoie à l'article 8 de notre Constitution, où effectivement, c'est le président de la République qui nomme sur proposition du Premier ministre. D'accord. Donc c'est d'un point de vue protocolaire, c'est de cette façon que ça doit se passer. Mais il y a évidemment derrière ça un acte de communication qui est purement symbolique. Bon, et c'est pas le premier du genre dans la Ve République, et ça sera pas le dernier. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant. Je voudrais quand même qu'on reparle de ce qui s'est passé dans ce collège des Yvelines, ce tableau du 17e qui présentait des femmes comme c'était la coutume, dévêtues, on va dire nues, et qui ont choqué les élèves. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité. On revient sur ce qui s'est passé dans un collège d'Issou, dans les Yvelines. Les profs, les enseignants sont mis en retrait. Je vous rappelle ce qui s'est passé. Je vois l'AFP qui parle d'un incident. Oui, c'est un incident, mais c'est plus qu'un incident quand on pense à Samuel Paty. La prof, une professeure, alors c'est une prof de français qui a montré une œuvre du XVIIe siècle, Diane et Actéon de Giuseppe Cesari, à des élèves d'une classe de 6e. Ils ont détourné les yeux, ils se sont dit offusqués, choqués. Les parents d'élèves sont montés au créneau. Un parent d'élève a envoyé un courriel au chef d'établissement affirmant que leur fils avait été empêché de s'exprimer pendant cette heure et qu'il allait porter plainte. Alors, écoutez ce matin Benjamin Lucas, qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin lui a évidemment posé la question sur ce qui s'est passé, puisqu'il est député des Yvelines. Écoutez. Vous n'en avez pas assez que l'on conteste sans cesse la laïcité dans les établissements scolaires?
Je crois que certains enseignements, l'égalité, l'enseignement de l'égalité homme-femme, je ne sais pas, la loi de 1905, qui est aussi contestée. Je voudrais pas qu'on résume les difficultés du collège dissous à cette situation-là. Elle vient de loin, cette situation. Elle vient d'un manque de moyens, elle vient d'un manque d'encadrement, elle vient d'un manque d'accompagnement des équipes éducatives. Ensuite, moi je le dis sans aucune forme d'ambiguïté, on ne peut pas remettre en cause seule la hiérarchie de l'éducation nationale peut remettre en cause l'enseignement d'un professeur, et donc rien ne justifie que des parents se permettent de commenter tel ou tel enseignement. Alors, c'est au bout de la 3e ou 4e relance de Jean-Jacques Bourdin. C'est-à-dire que la première réponse de Benjamin Lucas a été de dire oui, il y a des problèmes de moyens et d'effectifs dans ce lycée. Ce n'est pas le problème. Encore une fois, on refuse de répondre sur le fond de ce qui s'est passé. Gabriel Attal est allé tout de suite, donc hier, dans le lycée. Il a dit on obéit et il a annoncé qu'il y aurait des sanctions. Gabriel Attal annonce des procédures disciplinaires contre certains élèves. Donc c'est parce que non, mais là on a écouté l'interview et c'est vrai que ce niveau d'aveuglement idéologique est quand même moi là on est sur des niveaux stratosphériques. Quand je vous explique qu'il y a un problème avec la représentation du corps dans un cours d'art et que on vous dit qu'il faut plus de moyens, enfin il y a un moment il faut arrêter, il faut enlever ses œillères, il faut regarder ce qui se passe, il faut se connecter un petit peu à la réalité du pays. Et en plus Jean-Jacques Bourdin lui parle de la laïcité qui a toujours été un emblème de gauche. Et alors là on a une personnalité qui ferme totalement les yeux et qui répond complètement à côté. Juste une petite chose qui me frappe dans cette histoire, c'est vraiment l'hypocrisie de ces jeunes qui sont apparemment extrêmement choqués lorsqu'ils voient des représentations de corps. Et qui sont abreuvés de porno par ailleurs. Exactement, mais j'aimerais savoir combien d'entre eux regardent du porno, parce qu'on sait qu'il y a un chiffre qui est extrêmement élevé, ça ne m'étonnerait pas que ce soit les mêmes. Oui, Guillaume Durand dit, notre confrère journaliste, si on suit l'indignation des parents et des élèves musulmans de 6e dans les Yvelines, il faut fermer les musées du monde entier, y compris ceux qui se construisent au Maroc et dans différents Émirats. Pourquoi les femmes et le nu marche arrière toutes? Effectivement, c'est totalement choquant et incohérent. C'est-à-dire que bientôt, en cours d'art, vous ne pourrez plus travailler que sur carré blanc, sur fond blanc, et tout système représentatif sera interdit. Enfin, plaisanterie mise à part, moi j'appartiens à une famille centriste de l'UDI pour lesquelles la valeur de la laïcité est un des fondements de la République. Et ce qui est attaqué ici à Issou, ce qui a été attaqué de plus en plus souvent, régulièrement, dans l'école de la République, c'est la question de la laïcité. C'est l'introduction du fait religieux ou du jugement religieux sur un cours, sur une éducation, sur la culture. C'est d'une certaine manière nier ce qu'est l'identité de ce pays, qui est un pays de lumière, qui est un pays d'ouverture, qui est un pays de culture. Moi je pense là-dessus, y compris on peut toujours dire qu'il n'y a pas assez de moyens dans l'éducation, très bien, mais c'est pas le débat ici, c'est pas le sujet ici, qu'il faille plus de moyens dans l'éducation, très bien, qu'il fasse mieux les utiliser, très bien. Non, mais il répond à côté, Jean-Jacques Bourdin l'a relancé 3 fois sur le sujet. Le sujet, c'est une atteinte à la laïcité. On a 2 enseignants qui ont été assassinés en 3 ans pour des questions religieuses, parce que la laïcité est quelque chose qui aujourd'hui est contesté. Et vous savez, c'est la théorie du ne rien tolérer, c'est la théorie de ne rien accepter. Et quand vous acceptez des débordements petits, vous en entraînez des moyens. Quand vous acceptez des débordements moyens, vous en entraînez des grands. Et l'école de la République doit redevenir un lieu sacré, sacralisé. Rafik Smati. C'est extrêmement inquiétant. Moi, je suis favorable à littéralement une révolution dans le domaine de l'école, parce que on ne peut pas accepter que ce qui était un lieu, qui était un sanctuaire de la République. L'école, c'était l'avant-garde qui formait les jeunes Français de demain et qui leur transférait le récit national et aussi des savoirs. Et aujourd'hui, sur ces 2 points, que ce soit sur le récit national, sur l'attachement à la France et à la République, nous avons échoué. Et sur les savoirs, on le voit notamment à travers l'effondrement dans les classements PISA, on échoue aussi. Donc en fait, on échoue aujourd'hui sur toute la ligne. Et ce n'est pas la faute du personnel enseignant qui fait ce qu'il peut à un salaire qui est absolument indigne du travail qu'il fournisse. Donc nous avons véritablement besoin d'une révolution copernicienne, et qui malheureusement ne pourra pas se faire en 1 an par un coup de baguette magique. La seule chose que j'entrevois qui me laisse une lueur d'espoir, c'est que nous avons pour la première fois en France un ministre de l'Éducation nationale. Oui. Pour la première fois, nous avons en la personne de Gabriel Attal quelqu'un qui fait le job, quelqu'un qui, sur les 2 points que je vous ai identifiés, c'est-à-dire celui de la laïcité comme celui du niveau scolaire, monte au front. Il n'a pas hésité hier à aller à la rencontre des professeurs pour montrer
montrer, et je trouve que le signal est extrêmement puissant. La République est là et nous ne céderons rien. C'est extrêmement important. Et il a déclaré à l'école française, on ne conteste pas l'autorité, on la respecte. On ne conteste pas la laïcité, on la respecte. On ne détourne pas le regard devant un tableau. Mais c'est fondamental. C'est fondamental. Et sur le deuxième point, les annonces de la semaine dernière sur le niveau scolaire, sur le fait que le redoublement redevient la primauté du professeur, et toutes les annonces qui ont été faites sur la primauté des mathématiques, etc., c'est évidemment des choses qui vont dans le bon sens. Mais l'éducation, c'est une politique publique de très long terme par définition. Oui. Moi, je pense d'abord aux enseignants qui sont en première ligne, malheureusement, et qui aujourd'hui sont obligés de faire la police en classe et qui sont soit violentés, donc soit insultés, soit violentés, agressés physiquement, soit malheureusement tués. Il y en a trop. Un seul, ce serait déjà trop. Et ce genre d'acte risque de se multiplier. On a parlé de laïcité également. Pour pas dire, le sujet c'est l'islam en fait. C'est parce que ce sont des élèves qui, au nom de leur religion, refusent d'avoir certaines représentations. Mais je pense qu'en fait, on est au-delà de la question de laïcité. Quand on revient sur le tableau, donc le tableau, vous l'avez dit, c'est Diane et Actéon tiré des Métamorphoses d'Ovide, donc un tableau du XVIIe siècle. Mais c'est notre histoire. C'est notre histoire. C'est à la fois notre histoire et notre mythologie. Donc c'est tout ce qui fait, on va dire, la France, l'Europe, et c'est ce qui est inscrit en nous depuis des siècles. Donc c'est pour ça qu'on doit être, vous avez employé le mot d'inacceptable, on doit être absolument ferme dès le début avec ce genre de comportement, avec une réponse pénale, parce que malheureusement ça suffira pas à mon avis, parce que ce n'est pas qu'un sujet pénal, c'est un sujet moral aussi, et c'est un sujet de lien entre les individus, parce que pour nous, pour le peuple, j'ai envie de dire pour le peuple français, et pour des peuples d'Europe qui parfois s'opposent, on l'a eu pendant des décennies, des siècles, même avec les peuples germaniques, qui étaient véritablement le réceptacle de l'histoire et de la mythologie, donc venue de Grèce et après de l'Empire romain. Là, en fait, on a quelque chose qui est très marquant à mon avis, donc qui dépasse très largement la laïcité, parce qu'on a des gens qui ne veulent pas. Là, c'est l'excuse du nu, mais en fait, qui ne veulent pas une représentation de ce qui nous fait comme nation, qui participe à la nation française. Mais c'est le sondage qu'on a eu la semaine dernière, vendredi dernier, qui a été fait auprès de Français de confession musulmane, qui estiment que, en grande majorité, les filles pourraient ne pas avoir le droit de ne pas aller à la piscine. Enfin, qu'il y a un certain nombre là où effectivement la religion prend le pas sur la République. Ouais. Alors vous savez ce que dit Éric Zemmour là-dessus, ça a fait débat, mais il dit qu'il y a deux peuples sur une même terre. Et la réalité, c'est que souvent on a parlé du côté juridique, effectivement, en disant il y a des comportements qui sont inacceptables, mais il y a aussi une question morale en fait. Est-ce qu'on a envie de vivre de la même manière ? Eh bien, il faut le dire très clairement. Si des gens sur notre sol ne veulent pas, y compris mineurs, qu'on étudie notre histoire, notre art, notre culture, eh bien, ça ne peut pas bien se passer dans les années à venir. Oui. Conclusion, la fermeté du ministre, finalement, est-ce qu'il faut, et la bonne réponse la fermeté, il la faut. Gabriel Attal a bien réagi en allant sur place, en faisant le job, ce que vous avez dit. Après, il faut qu'il y ait des actes. Bon. C'est fini pour aujourd'hui. On s'est à peu près mis d'accord, je pense. Et dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. À demain. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.